tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Aujourd'hui, on s'attaque à un film post-apocalyptique sorti en 84, culte aux USA et quasiment inconnu en France en dehors d'une petite poignée de connaisseurs. C'est La Nuit de la Comète, réalisé par Tom Eberhard. Did you ever wonder what it would be like to be one of the last people on Earth? Who would you see? There's nobody! There's nobody! What would you do? Hey, I'm sorry if the end of the world makes me a little nervous. Where would you go? The stars are open! Well, get ready to find out, because the comet is coming into your orbit. It's the night of the comet. I'll be taking requests from all you teenage comet zombies. The night the teenagers ruled the world. Un mélange assez unique de comédie, d'action, d'horreur et de science-fiction, où quelques survivants tentent de survivre après le passage d'une comète qui a décimé la quasi-intégralité de la population mondiale, laissant derrière elle des traces de poussière rouge et des paysages urbains vides et désolés. Au milieu de ce chaos, deux sœurs, Regina et Samantha, se retrouvent seules et trouvent refuge dans les locaux de leur radio locale, où elles décideront de profiter d'être seules pour refaire leur garde-robe dans les centres commerciaux vides. Mais, ce qu'elles ne savent pas, c'est que la comète a laissé derrière elle aussi une multitude de mutants affamés et de scientifiques complètement tarés qui cherchent à trouver un remède aux radiations de la comète. Un film très atypique qui mélange teen movie, film post-apo et film de zombies tourné avec un maigre budget de 700 000 $. Pour un box-office de 14 millions de $. Un beau succès donc, sauf en France où le film sortira directement et discrètement en VHS dans les années 80, puis silence radio jusqu'en 2024 où le film ressort enfin en DVD et Blu-ray chez les éditions Rimini, ce qui rend le film enfin visible et disponible pour nous autres Français en bonne qualité et avec sa VF originale. On remercie Rimini Éditions qui nous a envoyé plusieurs disques pour qu'on puisse avoir accès au film. C'est en partie grâce à eux qu'on fait cet épisode, mais on avait prévu d'en parler à un moment, puisqu'on aime bien mettre en avant des films un peu moins connus du grand public chez Jumpscare, et on a plusieurs fans du film parmi nous dans l'équipe, dont Mylène, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui nous a enregistré un petit message qu'on diffusera dans l'épisode. Par contre, sont présents ce soir Dario. Bonsoir. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Bonsoir. Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut. Amélie du Festival de Cinéma On vous ment. Bonsoir. Et moi-même, Romain du Bistrot sur Filmo. Avant de commencer, puisqu'on parle d'un film un peu plus confidentiel qui traite son sujet d'une manière assez atypique, qui, ici, était familier avec le film de base? Lily, tu le connaissais, il me semble. Oui, alors moi, c'est un film que j'ai découvert quand j'étais ado. Donc, c'est un peu un petit doudou pour moi, parce que, comme vous le savez sûrement, ou alors je vais peut-être vous étonner, je suis très fan de Buffy contre les vampires. Et quelle surprise. Et à l'époque, j'ai eu une grosse période obsessionnelle où j'avais des posters de Buffy dans la chambre, des photos collées sur les cahiers, sur l'agenda scolaire. Je lisais les novélisations pourries publiées chez... Les fanfictions Wattpad. Ouais, publiées chez Feuve Noire. J'ai même écrit une fanfiction Buffy. Et sur cet internet un peu balbutiant des années 2000, je lisais absolument tout ce que je pouvais trouver sur la série. Et j'étais tombée sur une interview de Joss Whedon, donc le créateur de Buffy, qui disait qu'il s'était beaucoup inspiré de La Nuit de la Comète pour écrire le film Buffy tueuse de vampires en 1992, puis la série qu'on connaît. Donc, je voulais absolument voir La Nuit de la Comète. Et ça a été une grosse galère pour moi de trouver ce film, parce qu'il est sorti uniquement en VHS en France. Donc, j'ai eu pendant très longtemps un VHS RIP tout pourri. Alors, je suis super contente que les éditions Rimini aient ressorti ce film dans un beau master en Blu-ray et en DVD. Voilà, parce que ici on brosse les partenaires dans le sens du poil. Virement, s'il vous plaît, Rimini. Je prends l'échec. Qu'est-ce que tu en avais pensé à l'époque du film? Quand j'étais ado, j'avais adoré trouver dans La Nuit de la Comète tout ce que j'aimais déjà dans Buffy contre les vampires, en fait. Donc, à savoir des personnages féminins qui répondent certes à un certain stéréotype de l'adolescente américaine, mais sans que ça les empêche d'être quand même un peu badass, tout en assumant leur caractère un peu nombriliste, superficiel et même assez libidineux. Ça, c'est un truc vraiment que dans les séries pour ados et tout, qui était pas trop traité, du moins pas sur le registre comique. C'était plutôt dans les teen dramas, genre Beverly Hills.
Et il y a vraiment, pour moi, Buffy, c'était le premier truc où on parlait un petit peu plus légèrement de sexualité. Et c'est un truc qu'on retrouve déjà dans La Nuit de la Comète, quoi. Et le revoir maintenant, qu'est-ce que ça t'a fait ? Est-ce que t'as aimé le revoir ? Ben ouais, en grandissant, je l'apprécie d'autant plus. Parce que, en fait, au fil de ma cinéphilie, je dirais, ben, je me suis aperçue que c'était assez rare de croiser ce genre de personnage dans des séries B post-apocalyptiques. Je dis souvent d'ailleurs que c'est un peu l'anti-Boy and His Dog, qui est quand même centré sur des besoins primaires masculins. Alors, pour ceux qui connaissent pas Boy and His Dog, ça se passe dans un monde apocalyptique. Je vous la fais courte, mais où en gros, les femmes, la population féminine a plus ou moins été dévastée par les hommes qui les chassent pour satisfaire leurs pulsions sexuelles, quoi. Alors que La Nuit de la Comète, bonne ambiance. Voilà, La Nuit de la Comète, on est plutôt sur une ambiance, c'est plutôt Clueless qui rencontre Je suis une légende, quoi. Le mélange est un peu improbable. Donc c'est un truc ultra fifi, mais un peu parodique, placé dans un univers d'habitude bien plus sérieux et plutôt masculin. Et voilà. Et j'adore ce que le film fait du post-apo, qui est un genre qui traite essentiellement de la lutte pour la survie. Or là, ce film, il réalise un de mes fantasmes de gamine, qui est si demain il n'y a plus personne, j'irai piller les grands magasins, quoi. C'est vraiment ma première pensée qui me vient à l'esprit, quoi. Et puis j'aurai aussi la piscine du coin pour moi toute seule. Je ferai de l'aérobic dans les rayons désert d'Ikea. Voilà. Et il y a une meuf en tenue d'aérobic dans La Nuit de la Comète, donc c'était fait pour moi. Donc j'aime vraiment beaucoup le traitement du post-apo dans le film, qui n'est pas celui qu'on attend. Et que je trouve intéressant parce que je me dis que, personnellement, dans un monde dévasté, c'est pas mal aussi d'essayer de faire avec et d'aller de l'avant. Après, La Nuit de la Comète, il est loin d'être parfait. Malgré son côté féminin, je dirais pas qu'il est à 100% féministe, parce que ces deux filles, elles espèrent quand même se trouver un mec en pleine apocalypse, quoi. Je pense qu'il y a des priorités, voilà. Et la plus jeune. La priorité, c'est de faire de l'aérobic dans les rayons vides d'Ikea. Mais tout à fait, quoi. Voilà. et la plus jeune des deux sœurs, elle est quand même pas mal sexualisée. On la voit se déshabiller dans des plans assez suggestifs et complètement gratuits, alors qu'elle est censée être encore une enfant, quoi, par rapport à sa sœur. C'est comme ça qu'elle est un peu présentée. Mais là-dessus, je vais dire un truc qui va être un peu mon manifeste. C'est un peu mon sacerdoce. Je voulais dire qu'en fait, le féminisme mainstream des années 80, il ne peut pas être celui d'aujourd'hui, simplement parce que les idées, historiquement, elles progressent au fil des époques. Et à un moment donné, il a fallu des Nuits de la Comète, des Buffy, des Clueless, des Revanches d'une blonde, voire même des personnages féminins écrits comme des hommes, comme Ellen Ripley, Sarah Connor ou Olivia Benson, pour transformer petit à petit l'image de la femme dans la culture populaire, et qu'aujourd'hui, on puisse avoir Furiosa sur grand écran ou entendre Barbie prononcer le mot patriarcat au cinéma. Et excusez-moi si c'est pas noble d'aimer le maquillage et les jolies chaussures, et de voir Buffy comme un personnage aussi positif que Ripley, mais pour le coup, bébé Lily, elle s'identifiait plus à Buffy, la lycéenne blonde un peu concon, qu'à Ripley, la spationaute avec son fusil, quoi. Donc, heureusement que des personnages comme Buffy ou celle de La Nuit de la Comète ont existé, elles aussi. Et pour en revenir au film, je reconnais qu'il y a plein de problèmes d'écriture qui sont dus au fait que les producteurs ont demandé une réécriture du scénario. Ils ont notamment supprimé la mort de la plus jeune sœur qui devait mourir dans le premier scénar. Et je trouve que ça aurait apporté une touche dramatique assez bienvenue. Donc c'est dommage que c'est pas dans le film. Puis les producteurs ont ajouté les zombies qui ont un super maquillage, mais qui servent un peu à rien. Ça se voit que c'est un ajout, d'autant qu'on sait pas pourquoi certaines personnes sont mortes et que d'autres deviennent zombies. Et puis moi, j'aimais bien l'idée de base du réalisateur qui n'allait pas plus loin que les gens qui tombent en poussière. Pour moi, ça aurait suffi. Et pour finir sur la forme, moi je trouve le film très joli. J'aime beaucoup les costumes et les décors qui transpirent les années 80. Comme Mylène, moi aussi, j'aime bien les néons, j'avoue. Du coup, plagiat. Voilà, mais du coup, j'ai un peu envie d'emménager en coloc avec Mylène dans la station de radio. Voilà. Puis, je trouve que les vues de Los Angeles complètement désert, pour un tel budget, elles sont vraiment saisissantes. C'est même hyper effrayant. Et il y a plein d'effets un peu kitsch aujourd'hui, comme des matte paintings ou des maquettes qui ont certes vieilli, mais
que je trouve quand même charmant. Je suis pas gênée non plus par le filtre rouge, qui est le principal reproche qu'on fait en film. Moi, je trouve que ça donne un cachet, une atmosphère assez inquiétante et assez propre au film et même particulière. Et enfin, je suis très attachée à la VF. Déjà parce que j'ai connu le film en français, puis parce que la VF, elle tue. Vraiment. On avait rarement des VF de cette qualité-là pour des films de série B direct ou VHS à l'époque. Et là, il y a Maïk Dara, qui est la voix de Whoopi Goldberg et de Courtney Cox, qui fait Regina. Il y a aussi Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis, qui fait Robert. Et le résultat est vraiment sympa au visionnage comme au revisionnage. Je trouve que la VF, elle a assez bien vieilli. Moi, je trouve que c'est un film qui est certes un peu kitsch et daté aujourd'hui, qui a plein de petits défauts, mais qui a aussi plein de qualités. Je trouve qu'il est même un peu précurseur. Puis, sans lui, Buffy n'aurait pas été tout à fait la même. Donc, voilà, je l'aime. Je l'aime, voilà. C'est beau. Dario, toi, de ton côté, le film, tu le connaissais de base ou pas ? Non, moi je le connaissais de nom, mais je l'avais jamais vu. Je savais juste que c'était un truc avec une comète et des zombies, mais je faisais pas vraiment le lien en fait entre les deux. Parce qu'il y a le titre qui t'aidait au niveau de la comète. Et le film ne fait pas le lien non plus, le film d'ailleurs, entre les deux. Alors ça va être, j'ai divisé mon argumentaire en 2 points. Premier point positif. Il y a quelques lignes. Ça part mal. Deuxième point, ce que j'ai pas aimé dans le film. Ça sera un petit peu plus long, vous m'excuserez. Tu es un monstre. Alors, pour donner raison à Lily, je suis d'accord que les plans de Los Angeles, en fait, au tout début, quand la comète est passée, je trouve qu'ils sont vraiment cool. Ils sont pas grandiloquents ou quoi, c'est vraiment des plans trépieds, un peu statiques d'espaces liminaux. Où en fait c'est des endroits en fait où normalement il doit y avoir du passage et où c'est bizarre de les voir vides. C'est ça un espace liminal qui a pris une espèce de culte de fou sur internet avec les backrooms et tout. Bon là c'est différent, c'est dans une ville, mais je trouve que les plans avec ces espaces liminaux vides avec ce petit filtre rouge, en général ils rendent quand même assez bien et ils sont bien composés. Donc ça c'est un premier bon point je trouve pour le film. Deuxième bon point, je trouve que les maquillages de zombies, même s'il y a 3 minutes de zombies dans le film et que le film sait pas pourquoi il fout des zombies, ils sont plutôt réussis, surtout le scientifique à la fin. Je trouve que c'est lui qui a le maquillage le plus réussi. Et il y a quand même un gosse zombie en plein milieu du film, qui est pas le meilleur acteur de sa génération, mais bon, c'est cool de voir un enfant zombie en pleine face, quoi. C'est assez rare. Et aussi, dernier point positif, Hector, c'est le sosie de Patrick Beau de la chaîne YouTube Axolot. Donc c'est Patrick Beau mexicain. Si tu vas chercher là les avis positifs, voilà. C'est chaud ce qui arrive là. Parce que j'aime bien Axolot, c'est pour ça. Donc ça fait un point. Mais c'est le dernier point positif. Ensuite, on va parler de choses qui m'ont moins plu. Je trouve que l'écriture du film de manière générale me met un peu mal à l'aise, surtout pour tout ce qui est en fait écriture de personnages féminins, évidemment. Et je trouve ça un peu malaisant en fait que c'est la fin du monde et qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont faire du shopping, elles vont à la piscine. Je trouve ça un peu réducteur quoi. Oui, mais avant d'aller faire du shopping, elles essayent quand même de trouver d'autres survivants. C'est pour ça qu'elles vont à la radio. Bof. Alors, non, je suis pas sûre de ça en plus. Hein. Je suis pas du tout sûre de ça. Elles vont à la radio parce qu'elles essaient. Oui, effectivement, elles essaient de trouver l'animateur. Mais je pense qu'en situation post-apo, l'utilisation qu'elles font de la radio est quand même relativement nulle, mais bon. Je suis un petit peu d'accord avec Amélie, surtout que même si c'était l'intention du scénariste en fait de montrer justement ce genre d'adolescente des années 80 en mode putain si demain c'est la fin du monde, moi je vais direct faire du shopping, même si c'était l'intention en fait du réalisateur de le montrer, parce que le réalisateur c'est aussi le scénariste si je dis pas de bêtises. Oui. Même si c'était son intention de le montrer, je trouve que c'est en soi un peu une erreur entre guillemets. Après, il fait le film qu'il veut, évidemment, mais je trouve que c'est un peu... pour moi, ça me pose un peu problème, parce que j'ai pas du tout, en fait, envie de suivre les aventures de ces 2 jeunes filles, parce que je les trouve, pardon, mais un peu débiles, quoi, et du coup, j'ai pas envie de passer 1h30 à suivre des personnages auxquels je suis pas du tout attaché et auxquels je crois pas, en fait. T'es fan de Scream, après, je sais pas, enfin... Oui, mais Scream, c'est une vraie parodie, c'est un vrai pastiche. Là, je trouve que le film, il est un peu tagué de pastiche ou de parodie pour excuser les manquements ou les problèmes de scénario.
c'est un truc que j'avais déjà dit dans le Jumpscare où j'en avais un peu marre en fait qu'on utilise ce terme-là, le terme pastiche et le terme parodie pour essayer d'excuser les trucs en fait, les problèmes des films de manière générale. Et là, ce film-là, il fait partie de cette catégorie-là. Et du coup, ça fait un film que je taguerais, mais après c'est évidemment pas à moi de le dire, mais je trouve l'écriture en tout cas un poil misogyne. En tout cas, je trouve qu'elle n'aide pas la cause des femmes, même si encore, comme tu l'as dit très justement, Lily, la cause des femmes dans les années 80 c'était pas la même qu'aujourd'hui, mais je trouve ça un poil réducteur en tout cas. Et je sais que Lily, t'avais un contre-argument, donc je t'invite à me répondre tout de suite. Je l'ai donné tout à l'heure, c'est qu'en fait moi clairement c'est vraiment un fantasme de gamine, hein. Depuis toute petite je me suis dit, imagine demain il y a plus personne dans les rues, plus rien, qu'est-ce que tu fais? Et clairement mon premier réflexe de petite fille, c'est de me dire je vais aux Galeries Lafayette, quoi. Voilà, voilà. Moi, c'est mon premier réflexe. Donc oui, ça me parle fortement, quoi. Donc je fais partie du problème, Dario, c'est ça. Non, le problème, c'est le mec de 40 ans qui a écrit un film avec des fillettes qui l'imaginent comme ça, tu vois. En fait, il est allé demander à des adolescentes, justement, des lycéennes, qu'est-ce qu'elles feraient si demain c'est la fin du monde et que justement, il n'y avait plus personne dans les rues, et elles lui ont répondu des choses comme ça. Oui, mais après, je trouve ça un peu facile aussi, parce que c'est évidemment que si tu dis ça là maintenant, elle est dans sa pause de 14h là, et elle dit non, mais moi j'irai prendre des vêtements dans les magasins. Évidemment que tu dirais ça en te projetant, mais la réalité du truc, c'est que t'as quand même des besoins naturels. Genre dans le film, on les voit quasiment jamais manger ou boire ou se laver, il n'y a pas de besoin naturel en fait du tout. C'est juste, elles trouvent des armes, on les voit jamais trouver des armes. Ensuite, elles vont faire du shopping, quoi. Pour moi, il manque quand même une scène, en tout cas, et de manière générale, en fait, je trouve qu'il manque quand même pas mal de scènes au film. C'est-à-dire que, juste pour parler de cette relation, en fait, avec Hector, et où ça va toujours dans le sens d'un truc un peu réducteur pour moi, c'est que je pense que Reggie et Hector, ils ont 2 scènes. Il y en a une où Hector fait du sport, et du coup, après, il se barre pour aller voir si sa grand-mère, elle va bien. Et 5 minutes après qu'il soit parti, il y a sa petite sœur qui lui dit « Alors, t'es amoureuse ?» Je comprends pas cette romance avec des guillemets, quoi. Pour moi, c'est... Est-ce que c'est le voir faire du sport qui l'a C'est totalement ça, parce que 5 minutes avant, en fait, il y a l'héroïne qui est dans la salle de bain et qui va pas forcément très bien, et du coup il y a Hector qui frappe à la porte et qui lui dit comment ça va. Ils ont une toute petite discussion, elle le traite d'abruti, ou lui dit mais t'es stupide, enfin vraiment il se fait défoncer, et la scène suivante elle le voit transpirer un petit peu, faire du sport, et d'un seul coup poum, c'est l'homme de sa vie, quoi. C'est écrit avec les pieds, quoi. Donc soit c'est mal écrit, soit il manque juste des scènes en fait au montage, hein, ce qui est possible aussi, mais je pense que c'est peut-être les deux pour répondre à ma propre question. Et juste pour terminer, parce que je vais vous laisser parler ensuite quand même, il y a une scène de fusillade dans ce centre commercial à la moitié du film à peu près. J'ai lu sur internet, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment ils ont mis 4 jours à la tourner, cette scène de fusillade. Et je crois que j'ai rarement vu une scène de fusillade, je dis beaucoup fusillade, mais j'ai rarement vu une scène aussi mal filmée. En fait, je comprends pas comment il y a 4 jours de travail sur cette scène. Puisque en fait c'est juste un champ contre champ tout bête, avec un plan fixe, hein, la caméra est sur trépied, où il y a 2 actrices qui se lèvent, qui tirent, qui se recouchent, et après on voit le contre-champ où c'est les mecs qui se lèvent, qui tirent et qui se couchent. Je me suis fait exactement la même réflexion. J'ai rarement vu de mémoire une fusillade aussi mal foutue, enfin aussi mal rythmée. On est d'accord. Que celle-ci, enfin c'est une catastrophe. Et surtout que la scène est très très longue pour pas grand chose, que c'est vraiment juste du champ contre champ, il se passe que dalle. Il y a juste une des sœurs qui lance des chaussures à un moment sur les gars, et c'est tout. Et vraiment, je l'ai regardé avec ma copine, et elle m'a dit c'est un peu long là, non Oui, c'est extrêmement long. Ce moment-là, il est imbitable, je trouve. Et du coup, pour conclure, pour moi, en fait, ce qui rend le film culte, entre guillemets, ce qui lui donne un peu son statut de film culte, c'est sa BO. Et pour moi, c'est un peu le même procédé, si vous voulez, que Suicide Squad, qui était sorti en 2016, le premier Suicide Squad. Ils ont vu qu'ils avaient un film un peu naze, et ils ont mis plein de musique populaire, des trucs comme ça, pour essayer de sauver un peu le truc. Et pour moi, l'esthétique du film des années 80 ne sauve pas le film pour autant. Et si dans 20 ans, Suicide Squad est devenu un film culte, j'ai pas envie de vivre dans ce monde. Bonne soirée à tous. C'est honnête, c'est bien, c'est gay. Donc gros nom pour toi. Ouais. Malheureusement, je crains que Suicide Squad devienne un film culte. Parce que les gamins... Lequel ? Le premier là, parce que les gamins ont adoré. Le David Ayer ?
Bah, le premier. D'ailleurs, je suis pas sûr. Le second, il est très bon. Le James Gunn, tu veux dire, non? Celui avec Leto. Jared Leto. Ouais. Je suis pas sûr. Hein. Écoute, moi, toutes mes stagiaires me disent que depuis ce film, j'ai beaucoup de stagiaires qui m'ont dit j'adore, c'est trop bien. Donc, j'ai mis. Il faut les virer. Hein. Le réalisateur, il tente de faire un peu comme Zack Snyder, balancer un hashtag release higher cut pour le ressortir et tout. Faut pas, c'est dangereux ça. On divague les enfants. De ton côté, Amélie, toi, tu le connaissais le film? Non, mais ça allait très bien. Ça allait très bien. Aïe. Oh, l'épisode de la perte des sponsors. Bah oui, écoute. Non mais merci Rémini, merci, c'est gentil, on a la galère. C'est cool. Ça nous fait plaisir. Merci pour le disque. Merci de m'avoir permis de découvrir ce film. Je suis toujours contente de découvrir un film. Hein. Puis ça te rapproche de Mylène et de Lily, puisqu'elles sont fans de ce film-là. Donc finalement, merci Rémini. Ça nourrit votre amitié finalement. Tout à fait. Du coup, effectivement, je ne connaissais pas le film. J'avais entendu ce titre crié par Mylène un certain nombre de fois dans ma vie. mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et du coup, j'ai découvert le film. Je rejoins Dario sur le côté liminal space. C'est vraiment un truc qui m'a beaucoup marqué. Surtout que les liminal space, c'est devenu très à la mode dernièrement. On vous recommande chaudement le superbe livre de HAL 236 sur les espaces liminaux. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Sur mon Instagram, c'est 90% de trucs d'horreur et aussi du liminal space. Même si pour moi, le liminal space se rapproche de l'horreur parce que ça repose sur cette angoisse justement d'espace vide et de fin du monde finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé, il n'y a plus personne en tout cas. Et il y a même un petit côté qui se rajoute, une petite couche qui se rajoute, c'est le côté nostalgique de certaines trends de liminal space qui jouent justement sur ce côté enfance, années 90, années 80. Et du coup l'esthétique très particulière du film qui est très ancrée dans son époque, hein, aussi bien dans les coiffures que les tenues que le jeu vidéo auquel on ne comprend rien du tout sur arcade, parce que si vous arrivez à me dire de à quoi elle joue et quel est le but du jeu, dites-le nous en commentaire parce moi j'ai pas compris. Le fait qu'elle travaille dans un cinéma, qu'il y ait la radio, tout ça, ça en fait un film hyper une capsule temporelle des années 80, mais quand même les images de cette fille à moto, les cheveux au vent dans les rues vides de Los Angeles, c'est quand même méga cool, j'avoue. Moi j'ai trouvé ça méga cool, et même les décors de la base scientifique, ces grands couloirs hyper bleutés, les couleurs très très franches, le côté labyrinthe, mais aussi le mec au premier plan il est éclairé full vert, derrière c'est full bleu, enfin voilà, un côté presque un peu bande dessinée à plat de couleurs colorées que j'ai trouvé plutôt fun et plutôt ludique, qui donne au film son esthétique très particulière. Ok, mais en fait, pour revenir sur le post-apo, il y a un truc que je trouve très très dommage avec ce film, c'est que c'est un post-apo complètement dépolitisé en fait. Même si les personnages féminins, on voit, elles ont une sexualité libérée et elles ne sont jamais jugées pour ça, ce qui est plutôt cool. En fait, ça a enlevé la raison d'être du post-apo. Déjà, la cause du post-apo, c'est une comète, c'est-à-dire que c'est une cause complètement extérieure à l'humanité, ce qui est parfois le cas dans le post-apocalyptique, mais souvent, en fait, l'apocalypse est amené parce que les hommes ont fait n'importe quoi. C'est un virus, c'est une guerre, une bombe. Voilà, on est très... surtout dans les années 80, il y a quand même un truc sur la guerre froide, sur la menace nucléaire ou atomique. Ou la mutation génétique. Ici, c'est vraiment la comète qui passe. Aucun scientifique ne s'est jamais intéressé à cette comète, puisque de toute évidence, elle est extrêmement dangereuse. Mais tout le monde s'en fout. Mais le fait que tout le monde se transforme en petite poudre rouge comme ça à la garden party est plutôt fun, moi, je trouve. Et on note que les gens qui survivent sont souvent des gens qui ont baisé dans la nuit. Ce qui en fait un truc un petit peu... ce qui en fait un truc cool, quoi. Un truc de gros baiser, dis-le, Romain. Voilà, tu peux dire, vas-y. Je me retiens parce qu'on va... Non, on va dire que je le dis trop avec le force même. C'est vrai. Mais je note que les gens savent, les gens l'attendent, donc le plan fonctionne. Les gros baiseurs sont sauvés, les grosses baiseuses surtout. Mais en tout cas, il y a un truc qui est hyper dépolitisé, c'est-à-dire que le film ne remet jamais en question le système
capitaliste et américain. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans le film, c'est les bagnoles, parce qu'ils ont tous un truc avec les bagnoles, alors qu'on s'en fout, c'est la fin du monde, mais bref. Les armes, les gros guns, hein, elles ont pas des petits revolvers de merde. Elles ont des grosses armes automatiques. Le mall, qui est un passage, on va dire, obligé du post-apo, de beaucoup de films post-apo. Voilà, donc c'est les guns. Oui, les médias, voilà, elles s'amusent, c'est fun. Et à la fin, même si c'est post-apocalyptique, on retombe sur une famille nucléaire, en fait, recomposée. Un papa, une maman, un garçon, une fille, c'est super. L'amour, la famille, America, fuck yeah. En tout cas, le film ne remet pas en question les valeurs américaines, en tout cas je ne trouve pas. Et ce qui pourrait être le cas, parce que si on met des adolescentes dans un centre commercial, c'est pas forcément inintéressant. Et là, je pense plutôt je vais me pencher du côté du jeu vidéo avec The Last of Us, qui dans son comment on appelle ça, c'est un DLC. Un DLC. Extension. Dans l'extension, place 2 adolescentes dans un centre commercial qui est post-apocalyptique dévasté, et elles font exactement ça. Elles vont à la salle d'arcade, elles s'amusent, elles jouent, machin, mais c'est signifiant, c'est-à-dire que c'est signifiant dans cette scène, ce petit passage de jeu permet de voir quel regard elles ont sur le monde, comment est-ce qu'elles comprennent le monde capitaliste qu'elles n'ont pas connu, avec un regard très extérieur. Et surtout, c'est un moment qui construit la relation entre les deux personnages, donc une histoire d'amour adolescente lesbienne. Alors que là, dans La Nuit de la Comète, j'ai plus l'impression de voir effectivement une scène sur de la musique. Elles essaient des chapeaux et des chaussures, mais qu'est-ce que ça me dit d'elles, à part qu'elles aiment bien se saper, et que moi aussi j'adore me saper, hein, mais il n'y a pas vraiment de critique ni du consumérisme, ni de la société. Voilà, c'était un petit moment fun, elles mettent des jolies robes et elles s'amusent bien, jusqu'à ce que des méchants qui sortent d'on ne sait où décident de leur tirer dessus, et elles leur balancent des chaussures à talons. Donc voilà, c'est ce que je reproche au film, c'est que sous son côté hyper pop, hyper ado, hyper cool, mais presque un peu cool, la moto, les bagnoles, les machins, il a pas vraiment de message intéressant du point de vue de la science-fiction, en tout cas. Et il y a des scientifiques méchants, mais pourquoi c'est des scientifiques méchants ? Enfin, ils y sont pour rien, eux, dans les radiations de la comète, mais ils essaient de trouver un remède, et ça fait d'eux des méchants, donc je sais pas vraiment ce que ça dit de la vision des scientifiques ou de la science ou de la médecine. Mais en tout cas, voilà, les méchants, c'est ce que j'allais dire, qui enlèvent des petits enfants pour les vider de leur sang, ce qui est pas bien. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les scientifiques, c'était des espèces, c'est les, enfin, pas les 1%, je dirais pas ça. C'est, en fait, ils ont essayé de réunir les cerveaux les plus éminents dans cette station pour les faire survivre, et qu'en fait, ils ont fait une erreur conne. Ils ont laissé rentrer les radiations, et que du coup, ils essayent, pour se sauver eux uniquement, de faire un vaccin, pas pour sauver l'humanité. Et en fait, ce qu'ils essayent de faire ne fonctionne pas. C'est pour ça que là, ils en deviennent méchants, parce qu'ils essayent à tout prix quand même de créer ce remède qui ne fonctionne pas. Certes, mais quand même, de tous les esprits de la planète, du coup, en tout cas, ceux qui sont censés être les meilleurs scientifiques, du coup, c'est un groupe égoïste qui se tire dans les pattes et qui est prêt à tout pour se sauver eux-mêmes. Je trouve que même comme ça donne une vision, en tout cas, de l'humanité qui est pas, qui est très pessimiste. Mais voilà, je suis pas convaincue par, en tout cas, je suis pas convaincue par La Nuit de la Comète. Et je pense qu'il manque quelque chose pour en faire un film. Plus intéressant que ça, quoi. Voilà. Désolée, Lily. Désolée, non, mais ne m'en veux pas. Mais pas du tout, jamais. Après, il y a peut-être un petit truc, ça enlève rien au fait que le film a plein de problèmes d'écriture, comme tu l'as souligné, comme même Dario et moi l'avons souligné. Il y a peut-être un petit truc qui fait qu'en France, on saisit pas toute la dimension parodique, c'est qu'en fait, ces adolescentes-là sont ce que les Américains appellent des Valley Girls, qui est vraiment l'adolescente typique de Beverly Hills, qui incarne un peu cette société américaine de manière très superficielle et un peu bébête. Donc, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que le film n'est pas à 100% féministe, parce qu'au contraire, il les parodie en montrant que même en cas d'apocalypse, elles essayeront de reproduire ce qu'elles connaissent bêtement. Voilà.
Mais du coup, c'était presque un petit peu dommage parce qu'on a une jeunesse comme ça qui est pratique. En dehors des scientifiques, on a pratiquement qu'une jeunesse qui survit. Et ça aurait pu être l'occasion de montrer justement une jeunesse qui a d'autres idéaux. Surtout qu'on voit que leur belle-mère est vraiment une personne horrible au début du film et que les amis de leur belle-mère sont vraiment des gens horribles, que le patron il est désagréable. Donc en fait, elles ont une belle-mère horrible, elles ont des patrons horribles et l'humanité entière meurt et finalement elles remettent pas tellement en cause enfin en tout cas elles n'ont pas l'air de remettre en cause les modèles qu'elles ont eus puisqu'elles finissent par reproduire plus ou moins un schéma en tout cas familial assez similaire et ça aurait pu être, c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être l'occasion de montrer une jeunesse américaine, surtout une jeunesse américaine des années 80 qui a envie de quelque chose d'autre. Donc voilà, je trouve que le film manque cruellement le coche quoi. Et je trouve que c'est exactement pour ça que Buffy est une meilleure nuit de la comète que la nuit de la comète. Parce que justement, Buffy va réussir. Ouais, non, mais c'est vraiment vrai. Parce que en fait, ils ont réussi à prendre ça et à en faire quelque chose. Alors désolé, je vais spoiler la fin de Buffy. Si vous voulez voir Buffy coupée pendant 30 secondes, mais à la fin, Buffy, en fait, elle donne le pouvoir à toutes les femmes qui le veulent, en disant que, en fait, moi, j'ai des pouvoirs parce que il y a très très longtemps. Des hommes ont dit que ce serait comme ça et pas autrement, et je décide de reprendre le pouvoir et de vous le donner à toutes. Voilà, donc je trouve que c'est un film séminal qui a égrené plein d'idées par-ci par-là dans d'autres œuvres, quoi. Donc je le trouve quand même un peu important pour la représentation de ces filles-là. Droit de réponse. Non, j'ai rien à ajouter. Hein. Je suis pas. Non, je suis pas Buffyologue, moi, donc. C'était pas un contre-argument, c'était pour avancer, au contraire, dans le sens d'Amélie. Donc c'était pas une guerre. Et pour vendre Buffy aussi un petit peu. Aussi. Ce sera le titre de l'épisode, je pense. Nuit de la comète. En gros, regardez Buffy. Oui. Allez voir Buffy, c'est mieux. Allez voir Buffy, c'est mieux. Ouais, voilà. Pas le film, la série. Peu convaincant pour Amélie. Mathieu, toi, est-ce que tu penses qu'on va garder notre sponsor aujourd'hui ? Alors non, je pense qu'on va définitivement le perdre, même si j'aime beaucoup Rimini et que j'ai beaucoup de Blu-ray de la collection Angoisse juste à côté de moi, parce que, enfin, on va le rappeler parce que depuis le début on charge un petit peu le film. Il y a de très 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 belles choses dans la collection, que ce soit Trauma, que ce soit Les Traqués de l'an 2000, que ce soit Harlequin, que ce soit Patrick, que ce soit Incubus. Enfin, vraiment, ils éditent des merveilles, mais après, il y a Mutant. Il y a Mutant dans la collection. Il y a Mutant aussi qui est très très bon. Non, mais moi j'aime beaucoup Mutant. Non. Si, Mutant. Non, c'est bien, Mutant. Mathieu, pas toi. Pas cette colline, pas maintenant. De temps en temps, il y a ils peuvent pas être au top en fait en permanence. De temps en temps, il y a des petits moments un peu plus bas, quoi. C'est maintenant, voilà, c'est avec c'est La Nuit de la Comète. La Nuit de la Comète, c'est un film que je connaissais de nom parce que en vrai, t'as un film qui s'appelle La Nuit de la Comète, si t'aimes un minimum la science-fiction, t'as qu'une envie, c'est de le voir, quoi. Donc ça faisait des années que je tournais autour sans arriver en fait à voir le film en question, ce qui est chose faite. Et en vrai, je pense que j'aurais préféré le garder dans ma tête plutôt que d'avoir perdu 1h30 de ma vie. Mais bref, je vais essayer de synthétiser la chose en disant que je suis d'accord avec tout le monde. Alors, je ne connais pas l'avis de Mylène, je pense qu'il va être complètement éclaté comme d'habitude, mais... Voilà, bisous Mylène. Franchement, je suis d'accord avec Mylène. A-t-il tort ? Mais le truc, c'est que voilà, je comprends en fait pourquoi Lily aime le film, mais je suis bien plus d'accord en fait avec ce qui a été dit par Dario et Amélie, à savoir que le film a énormément de problèmes. Les problèmes sont majoritairement dus à un énorme conflit entre le réalisateur et la production, c'est-à-dire que les deux voulaient deux films différents. Le réalisateur, il voulait ce qui compose les 2/3 du film, c'est-à-dire une espèce de film post-apo un petit peu à part, qui mise avant tout sur les espaces, les grands espaces vides, et puis deux personnages féminins qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir en premier rôle dans un film de post-apo dans les années 80, ce qui sur le papier est une très bonne idée, une très bonne chose. Et en face, les producteurs qui, eux, voulaient un truc un peu plus vénère, un peu plus sanglant, avec des zombies qui ont été rajoutés un petit peu à l'arrache pendant le tournage, quoi. Ce qui fait que le film est très 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 déséquilibré. En termes de rythme, c'est une catastrophe. Je suis pas forcément du genre en fait à regarder ma montre quand un film est lent ou que je m'ennuie ou quoi, mais là c'est arrivé 4 ou 5 fois pour un film qui fait 1h30 à tout péter, donc il y a un petit problème déjà à la base. Je comprends aussi le truc de vouloir
faire un film de post-apo qui se joue un petit peu des clichés qu'il pouvait y avoir dans les films de post-apo des années 80, et notamment un des clichés principaux qui est que les personnages féminins sont généralement pas très bien écrits et sont souvent des personnages passifs ou des victimes. Là, encore une fois, sur le papier, le fait de mettre en avant des personnages féminins qui se voulaient forts et actifs et badass et tout ça, très bien. Par contre, le problème du film, c'est que en voulant éviter toute une série de clichés qui sont ceux que je viens de décrire, il commet l'erreur d'en rajouter plein d'autres par-dessus, à savoir que le film transpire à outrance les années 80 dans ce qu'elles ont de pire, ce qui fait qu'au final, les deux s'annulent en fait. C'est-à-dire que le film veut combattre des clichés, mais en rajoute par-dessus, ce qui fait que, enfin bon, juste, je trouve ça ni fait ni à faire, quoi. Encore une fois, les années 80 transpirent vraiment de partout. Enfin, il y a des néons dans tous les sens. On dirait presque une parodie des années 2010, tu sais, leur Stranger Things. C'est les années 80, mais les années 80 telles que le cinéma se les imaginait en fait. Et pour les avoir connus, je vous assure que les années 80, c'était pas ça. Hein. Il y avait des néons, certes, mais il n'y en avait pas non plus à tous les coins de rue. Et c'était marrant. C'était fameux marrant, âge de Mathieu. Les tapisseries étaient dégueulasses, par terre c'était du lino, ça puait la clope à tous les coins de rue. Enfin, vraiment, les années 80, c'était pas du fun. Hein. C'était, il y avait de temps en temps 2-3 néons, mais vraiment. Mais ça, c'est en France. C'est en France. Oui, aux États-Unis, c'était stylé. Aussi, hein. Regarde oui, je pense que les États-Unis, c'était pas non plus la grande joie tout le temps. Mais bref, donc voilà, le rythme est assommant. Au niveau des clichés, on pourrait franchement s'amuser à les compter tellement il y en a. Entre le double réveil, enfin le double cauchemar qu'on voit venir à 15 km à la ronde avec le truc en fait qui commence à tourner mal, tac, un zombie qui arrive on sait pas où, hop, l'héroïne se réveille, ah zut, j'ai fait un cauchemar, et puis après il se passe rien, c'est long, c'est chiant, et boum, un deuxième... C'est là qu'elle se fout à poil d'ailleurs, je crois. Oui, c'est là qu'elle se fout à poil, enfin, c'est des scènes en fait qui étirent le film plus que de raison et qui rendent le truc encore plus insupportable qu'il ne l'est déjà. Les deux actrices principales, je les trouve encore une fois très mal écrites parce que je comprends en fait le but du truc, mais elles sont antipathiques au possible. Elles sont j'ai l'impression d'un film qui te hurle en permanence, regarde comme je suis cool, regarde comme mes héroïnes, en fait elles sont badass, et en fait non, elles sont pas badass, elles sont juste très mal écrites et vite insupportables. On l'a dit tout à l'heure, le film se voulait peut-être féministe en fait à l'époque, mais je suis désolé, quand un personnage en fait passe son temps à hurler sur tous les personnages qu'il croise et à tomber amoureuse en l'espace de 30 secondes alors que le mec juste avant elle l'insultait en disant t'es stupide, t'es con. Non, il y a un gros problème d'écriture en fait. Enfin, je sens vraiment le truc en fait qui a été conçu comme un film en fait à destination d'un public féminin, mais qui a été écrit par un gars. Et ça, enfin vraiment non, enfin franchement, je trouve vraiment il y a pas grand chose qui va dans le film, quoi. Il y a des fusils de Tchekhov qui sont mais stupides. Le coup en fait, je crois que c'est DMK, quelque chose comme ça, au tout début quand le personnage principal joue donc un jeu vidéo sur une borne d'arcade. Elle se fait en fait appeler par son patron, elle répond pas parce qu'elle s'en fout, elle est en train de jouer, donc il l'appelle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et en fait donc elle finit sa partie et elle percute que dans le tableau des high scores, elle met ses initiales en fait à chaque fois, et elle voit quelqu'un qui s'appelle donc DMK, je crois à la 6ème place, et elle dit mais qu'est-ce que c'est que ce gars et tout, attends, je vais refaire une partie histoire de le dégager du tableau, quoi. Et du coup elle fait une partie, elle rajoute son nom, et là je me suis dit bon bah le mec en fait il était 6ème, il va basculer 7ème, quoi. Et en fait non, il a totalement disparu rien que ça déjà ça va pas. Oui, c'est vrai que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais s'il n'y avait que ça, bon, passe encore, mais bon, c'est pas le cas. Et à la fin du film, spoiler, mais bon, tout le monde s'en fout, sur la plaque d'immatriculation de la voiture du beau gosse qui apparaît comme par magie à la fin du film, parce que de toute façon, il fallait que l'adolescente finisse avec un gars, avec une grosse voiture, encore une fois, enfin voilà, USA. Le mec, sur la plaque d'immatriculation de sa bagnole, c'est marqué DMK. Enfin, mais qu'est-ce que c'est censé nous dire, ça? Le fusil de Tchekhov, en fait, il fonctionne à quel moment? Quel est l'intérêt de ce truc? Vraiment, j'ai retourné le truc dans tous les sens, je ne comprends pas. Je pense que soit il y a des trucs qui ont été coupés, soit c'est un problème au niveau de la réécriture du scénario. Vu qu'il a été réécrit quand même plusieurs fois. Il y a eu plusieurs allers-retours. Ouais. En plus, le problème avec cette scène, c'est qu'elle saute dans la voiture et elle se barre, quoi. C'est vraiment ça le problème. En même temps, il n'y a plus personne à part ta frangine et son mec. Mais bon, voilà. Elle va finir attachée dans un radiateur, quoi. Mais s'il reste plus que ça pour s'amuser, ma foi.
Il y en a qui aiment ça, hein, écoute. Voilà. Tant que c'est consenti. Voilà, après, bon, les zombies, je les trouve vraiment, vraiment pas ouf du tout. Enfin, il y a, je crois, le premier zombie qu'on voit là dans une ruelle, on le voit vaguement bouffer un truc que j'identifie comme étant de la viande ou une carcasse humaine. Enfin, c'est jamais expliqué s'ils sont cannibales. Puis même en fait on comprend très vite que le côté zombie s'était rajouté par les prods et que ça n'a rien à foutre là. Le gamin zombie est ridicule, les maquillages, contrairement, je crois, je sais plus si c'est Dario ou Lily qui disait ça, moi je les trouve vraiment pas bons, ou en tout cas trop mal filmés pour être jugé correctement en tout cas. Le coup en fait des humains en fait qui se vaporisent en poudre au passage de la comète, sur le papier je trouve ça très bien. Il y a quelques plans, effectivement, ça je reconnais, qui sont très réussis avec cette espèce de filtre rouge, même si à titre perso je déteste les films qui ont des filtres rouges, mais bon c'est une autre histoire. Il y a quelques plans qui sont très réussis, des plans d'ensemble, des plans où en fait on voit le Los Angeles vide, mais là encore je sais pas si c'est vraiment parce qu'il y a eu énormément de conflits sur le tournage ou si vraiment c'est juste le côté amateur du truc qui fait que ça va pas. Je suis désolé, mais quand en fait il y a une comète qui passe, que le monde entier est dehors en train de lever le nez pour voir passer la comète en question, dans une ville comme Los Angeles, je pense qu'il y a quand même plusieurs milliers, voire plusieurs millions de personnes qui sont sur le trottoir, et que dans l'eau, il y a quand même 4 ou 5 bagnoles qui sont arrêtées sur la route, quoi. Or là, en fait, tous les plans qu'on a des grandes avenues de Los Angeles, il y a en tout et pour tout une voiture, une seule. Il y a un plan, on voit une voiture arrêtée, en fait, avec les phares qui sont toujours allumés, tout ça, pour nous signifier que la personne qui est dedans, en fait, s'est vaporisée en poussière. Mais ok, en fait, t'as eu des autorisations de tournage en fait pour bloquer les rues et faire en sorte de nous faire croire que voilà, enfin les rues sont vides et tout parce que tout le monde est mort. Mais je sais pas, en matière de cohérence, en fait, ça aurait été peut-être un peu mieux de placer peut-être 4 ou 5 voitures, tu vois. Enfin, mais rien qu'en fait avec ces plans-là, je me suis dit mais ça va être comme ça tout le long. Enfin, il va y avoir des erreurs de ce type en fait toutes les 30 secondes. Enfin, et vraiment le truc m'a sorti du film mais très très rapidement. Et encore une fois, j'ai pas passé le meilleur moment qui soit devant le film, quoi. Donc voilà, grosse déception de ma part. Je vais pas non plus continuer à le défoncer, mais voilà, si vous voulez découvrir la collection Angoisse de Rimini, ne commencez pas par ce film. Il y en a plein d'autres qui sont bien meilleurs. Bref, voilà. Bah merci Mathieu. Je vais rendre le virement que j'ai demandé à Rimini du coup à Rimini. Non, par contre, c'est cool. Juste, c'est cool de pouvoir le voir, quoi. L'intérêt, il est plus dans le fait de l'avoir que de le voir, malheureusement. Sûr, parce que je parlais de Buffy, mais il a inspiré plein d'autres trucs dans le genre. Donc, c'est quand même un film qui a sa petite importance. Voilà. C'est ça. S'il y a un truc qui le caractérise, c'est que c'est une vraie curiosité, pour le coup. C'est l'avantage de le ressortir. En toute honnêteté, quitte à perdre le sponsor, autant y aller. Je paierais pas 25 € pour ça. Je paierais pas 25 € un bouquin de Marc Toulek. Marc Toulek, pardon. Parce que dans le milieu du Blu-ray en France, il y a un truc qui ne bouge pas. C'est que tu achètes un Blu-ray, tu tends la main et tu as un livret de Marc Toulek qui apparaît dans ta main, comme par magie. Le mec se fait un empire, un business, si tu veux. Il écrit des livrets en or. Et je trouve ça dommage d'avoir sorti le film sans mettre des bonus. Très très dommage de pas avoir mis de bonus quand ces bonus ils existent sur les éditions américaines avec des interviews des gens qui reviennent sur le film. Et surtout en France, la première personne qui a parlé du film sur les réseaux, c'est Mylène. Oui. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Qui a fait une excellente vidéo d'analyse du film il y a 3 ans, donc c'est ses débuts sur YouTube, donc la vidéo est en description, vous pouvez la voir. Pardonnez, je pense que je parle pour elle, mais ça a vieilli un peu parce qu'elle a débuté sur YouTube, donc forcément elle s'est améliorée depuis, mais dans les faits, ce qu'elle dit c'est toujours factuel, on va dire. Et je trouve ça dommage du coup d'avoir sorti le film sans avoir de quoi l'accompagner un peu mieux, parce qu'on sait très bien que les livrets c'est quand même un peu léger. Et surtout, c'est intéressant, faut le dire, c'est grâce à Mylène, notre Mylène, qu'on a la VF du film en France, puisque c'est elle qui a sorti la VHS et qui a ripé le son pour que ce soit dispo sur le DVD et le Blu-ray, quoi. Voilà. Merci Mylène. L'édition est propre. Ouais, l'édition est propre, évidemment, comme tout ce que font Rimini, hein. C'est quand même cool d'avoir ces films-là qui sortent chez nous, évidemment. Maintenant, on sait que le Blu-ray, c'est un truc de niche, que ça vaut son pesant d'or quoi qu'il arrive. Hein. T'y vas pour 25 € minimum maintenant pour une édition simple. Mais je pense que c'est pas un film que tu lâches comme ça dans la nature, sans l'accompagnement nécessaire. Un peu dommage, parce que, ouais, comme on dit, c'est une curiosité. Ça a influencé plein de choses. Ça a une esthétique très particulière. On l'a dit, il y a un filtre rouge dès qu'ils sont en extérieur. On dirait un PNG opacité 10 déposé sur la timeline. C'est très étrange.
Ça pourrait rendre très très mauvais. J'avais des profs qui faisaient ça. Pardon. J'ai un prof qui a fait ça sur un de mes courts-métrages aussi. On en parlera un jour. Un jour, on en parlera. Ils l'ont mis sur la caméra, je crois, directement. Ouais. Et c'est... Pour le coup, ça lui donne un cachet, ce qui fait qu'en fait, ce film, je pense que sans ce détail, ce simple détail, il aurait été oublié quasiment instantanément et se serait noyé dans la masse de films de ce genre de l'époque. Tu penses à La Nuit de la Comète, tu penses à ce filtre rouge, quoi qu'il arrive, donc je pense que ça l'aide au final. Oui, il y a 3 minutes de zombies, cependant, le truc bizarre... Je pense que c'est un hasard puisqu'il est sorti avant Le Jour des Morts Vivants de Romero. Le film a la structure de la trilogie des Morts Vivants. Maison, centre commercial, grand complexe souterrain, avec des zombies dans l'équation, des scientifiques et tout. Je trouve ça très très marrant. Il y a un film qui fait ça aussi bien plus tard, c'est 28 jours plus tard. Ouais, mais lui c'est volontaire pour le coup. Je pense que c'est totalement involontaire pour La Nuit de la Comète. Mais voilà, c'est un des trucs que j'ai noté, que j'ai trouvé marrant. Évidemment, ça pue les années 80, mais... L'odeur. La curiosité nostalgique ne le sauve pas. T'as des films de l'époque, tu les vois, même s'ils sont full 80s, bah ça fait plaisir, ils sont vachement cool. Là, j'ai juste envie de me servir des images pour faire un montage synthwave avec du perturbateur derrière, quoi. Voilà. C'est des beaux fonds d'écran 80s, mais ça sauve pas le film, quoi. Pour finir, quand même, on a un message audio de Mylène qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, qui tenait forcément à faire cet épisode parce que, bah... On a bien capté que c'était son film, et que c'est un Mylène Movies en plus d'être un Lily Movies. Ouais, voilà. La pauvre. Alors, c'est peut-être mieux qu'elle écoute l'épisode à retardement, puisqu'elle se serait fait manger ce soir. Elle pourra pas nous engueuler. Elle pourra rien faire. Ah ouais, je pense qu'elle serait pas contente, mais voilà. Donc, on vous laisse avec ce superbe extrait audio de Mylène qui défend La Nuit de la Comète pour finir et qui tente de sauver le sponsor de Jumpscare. Bonjour, c'est moi le comité de la défense de La Nuit de la Comète, parce que je sens que Mathieu va fortement lui chier dessus, et j'aime trop ce film pour le laisser se démonter. Bien sûr, je compte sur Lélie pour le défendre à fond, mais c'est un film que j'aime énormément, donc j'ai tenu quand même à être là en mode voix d'outre-tombe. Alors oui, clairement, La Nuit de la Comète, c'est un film que j'aurais rêvé de découvrir enfant. C'est un film qu'aujourd'hui je considère parmi mes films feel good. C'est des films sur lesquels je suis pas du tout objective, je l'assume totalement. Mais effectivement, je pense que si j'avais découvert La Nuit de la Comète quand j'étais enfant, c'est clairement un film qui aurait pu forger ma personnalité et vraiment j'aurais pu m'identifier à ces deux sœurs. Je trouve vraiment que le film c'est une espèce de capsule temporelle et je pense que c'est pour ça que je l'aime tant. Je l'aime aussi beaucoup parce qu'il a plein de liens avec Freddy, que ça soit la directrice de casting Annette Besson qui fait aussi La Nuit de la Comète, le directeur des FX qui est le même que celui de Freddy 1 et je trouve qu'en fait c'est le mix parfait entre Dawn of the Dead et entre Valley Girl ou encore Mannequin. Je sais que certains ici vont dire qu'il n'a pas un grand scénario et pour le coup, la force de La Nuit de la Comète, c'est pas du tout son scénar, c'est pas un film avec un scénario incroyable, ça je l'assume totalement, mais je trouve qu'on a peu en fait à cette époque-là de représentation de meufs badass, mais qui sont aussi très paillettes, girly, tout ce que tu veux. Et je trouve que c'est hyper rafraîchissant d'avoir enfin ce mix parfait entre la figure film de fille et film d'horreur. Et moi, je sais que je suis pile entre les deux. Je suis une fan de licorne qui adore les slashers. Et du coup, j'aime énormément ce film. Ce film, il a notamment été produit par les producteurs de Valley Girl. Et d'ailleurs, il y a plein de petits clins d'œil, de petites références au film dedans. Donc, je trouve ça très, très marrant. Moi, j'adore essayer de repérer les affiches ou les VHS ou les DVD qui sont dans le fond. Et là, en l'occurrence, il y a l'affiche de Valley Girl quand on va nous présenter Regina. Et plus tard, on aura la BO de Valley Girl qui sera passée à la radio par Samantha. Et justement, ces deux sœurs, il faut qu'on revienne là-dessus parce que moi, je les aime énormément, ces deux sœurs. Je les trouve assez incroyables. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Regina, en fait, c'est vraiment une geek. D'ailleurs, quand on va nous présenter Regina, en fait, pour la première fois, elle sera présentée comme une meuf qui adore les jeux d'arcade, qui veut remplacer tous les meilleurs scores, en fait, et qui d'ailleurs va être saoulée parce que DMK va avoir un score dans sa grande ligne de tous ses scores de jeux d'arcade. Et voilà, on nous la présente, elle est pas du tout, il y a pas du tout une vision très male gaze quand on va nous la filmer. On nous montre ses chaussures, sa tenue
sa tenue de boulot parce qu'elle bosse dans un cinéma. Et en fait, c'est une meuf qui a des aspirations de meuf, mais qui est pas du tout, du coup, sexualisée en fait en tant que telle. Et ça, je trouve ça relativement cool. Je trouve ça vraiment chouette. Et Regina, c'est un personnage que j'aime énormément. Je sais qu'elle est beaucoup comparée à Linda Hamilton dans Terminator. Et pour le coup, je suis totalement d'accord avec ça. Et je pense que c'est ce qui fait en partie que je l'aime tant. Parce que Terminator, c'est un film qui a beaucoup forgé ma culture cinématographique. C'est, je pense, probablement l'un de mes films préférés de SF. Et du coup, le fait qu'elle ressemble tant à Linda Hamilton, ça me plaît. Et donc, elle, c'est vraiment... donc, on va avoir une dynamique entre ces deux sœurs. Elle, c'est vraiment la grande sœur qui va être plus mature, même si, bon, faut l'avouer, hein, je veux dire, en ton apocalypse, elle décide d'aller faire du shopping. Et moi, je trouve ça très cool. Hein. Dans Zombie, on a quand même des survivants qui vont tenter de survivre dans un centre commercial et vivre leur meilleure vie. Donc, j'ai envie de dire, si elles ont envie d'aller s'acheter un béret à paillettes, elles peuvent, en fait. Et donc, voilà, Regina, c'est la plus mature. D'ailleurs, elle est dans des couleurs un peu moins punchy que sa sœur, tandis que Samantha, elle est vraiment un peu traitée au début comme un bébé. Et elle est tout le temps avec sa tenue de pom-pom girl, très acidulée. En fait, leur seul point commun, c'est leur coiffure. D'ailleurs, c'était une volonté du réalisateur. Et je trouve que pour le coup, la dynamique entre les deux marche très bien, en fait. Parce que... comme dit Regina, souvent, c'est le poids de la civilisation pèse sur leur épaule. Donc du coup, elle a ce truc-là où il faut quand même garder certains codes comme attendre que le feu passe au vert pour passer, alors que Samantha dit mais il n'y a plus personne dans cette ville, qu'est-ce que tu fous ? Et du coup, je trouve ça très drôle, en fait, on va garder quand même quelques règles, mais on va quand même rester des enfants. Je trouve que ça marche relativement bien. Et ça marche notamment bien parce que même si ça reste des enfants, c'est des meufs qui sont pas du tout cons, en fait. C'est des meufs qui savent se défendre. La plupart de leurs assaillants, en fait, vont souvent les prendre pour des abrutis. Ils vont souvent les sous-estimer. Que ça soit le premier zombie qu'on va voir qui va tenter d'attaquer Regina, ou alors ces magasiniers qui vont les attaquer, donc justement quand elles vont être en train de faire du shopping sur God Just Wanna Have Fun, à chaque fois on les traite de miss, de pom-pom girl, de nénette, et en fait c'est pas du tout envisageable pour leur assaillant que ça peut être des meufs qui savent très bien se défendre. Et ça, je trouve que c'est aussi très représentatif, c'est le fait que vu qu'elles sont un peu girly, vu qu'elles ont des beaux brushings, qu'elles savent bien s'habiller, qu'elles aiment bien en fait faire la fête et s'éclater, et c'est pas envisageable qu'elles sachent se défendre. Alors que comme le dit Regina un peu plus tôt dans le film, je me sers d'une mitrailleuse comme toutes les femmes d'intérieur. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me fume de rire, en fait. Pour moi, c'est le meilleur mix entre Barbie et entre justement Linda Hamilton. Sur Internet, on peut retrouver aussi un mix entre Barbie et Ripley. Pour le coup, je suis un peu moins d'accord, mais je trouve que Linda Hamilton dans Terminator, ça marche très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les persos, ils ont beaucoup inspiré en fait Buffy. Donc Buffy, la série de Joss Whedon que je porte énormément dans mon cœur et qui est aussi pour moi une représentation très très importante dans les figures féminines dans le genre de l'horreur. Et donc à cette époque-là, Joss Whedon, il va s'inspirer en fait du personnage plus particulièrement de Samantha pour du coup celui de Buffy Summers. Et pour moi, ça va un peu plus loin parce que je trouve que vraiment le personnage de Buffy, c'est pour moi une synthèse entre le personnage de Samantha et celui de sa sœur Regina. Donc vraiment entre ces moments de grande maturité et ces moments très pop, un peu fou, où en fait Samantha, tout ce qui l'intéresse, c'est de passer une bonne BO à la radio et de s'éclater en fait. Et donc je trouve que ça marche très très bien et c'est ce qui fait qu'on s'attache énormément à ces personnages et ça c'est quand même très très chouette. Et du coup il y a aussi un autre truc que j'aime énormément dans le film, c'est que au-delà de nous montrer donc un film très pop, un film qui évolue dans un monde très arcade, très néon, que voilà, j'aime beaucoup, j'adore les néons, c'est une surprise pour personne. C'est un film qui parle aussi du Generation Gap. On a vraiment la synthèse entre deux univers, donc un univers très années 80, très pop, très acidulé, très fun, très joyeux quelque part malgré le post-apo, et on va avoir un univers qui va être très propre aux années 50, notamment avec donc les scientifiques qui sont, spoiler alert, les grands ennemis dans La Nuit de la Comète. Et en fait, ce gap, il va vraiment se traduire avec les couleurs. C'est-à-dire que les grands méchants, les ennemis, sont en fait l'ancienne génération. Ils sont habillés que dans des tons gris, dans des tons très ternes. La station où ils sont cachés, c'est vraiment inspiré des films de SF des années 50. Donc il y a vraiment un truc très vieillot et ils sont incapables en fait d'évoluer avec la nouvelle génération. Tandis que justement,
les jeunes Samantha, Hector, qui d'ailleurs est doublé par Patrick Poivet, donc Hector et Regina sont vraiment la nouvelle génération qui vont avoir beaucoup d'espoir et tenter en fait de refonder une société avec des meilleurs codes, mais aussi de vivre en fait malgré la fin du monde et malgré que la grande majeure partie des humains soient partis en poussière. Eux, ils ont survécu parce qu'ils étaient dans un bâtiment couvert de métallique. C'est vraiment juste pour ça qu'ils ont survécu. Et je trouve que vraiment c'est très intéressant, voilà, de voir cet écart entre les générations. Et en plus, on a vraiment ce phénomène où l'ancienne génération va tenter de survivre en vampirisant la nouvelle génération, que ça soit des enfants ou alors les survivants que nous on aime tant. Et pour moi, ça marche très très bien. Enfin, je veux dire que ça soit en termes de décor ou en termes de vêtements que les protagonistes et antagonistes vont porter. Voilà, ça marche très bien, c'est très simple. Je veux dire, encore une fois, on n'est pas sur un film dont la force est le scénario. Et je pense qu'il faut vraiment le voir comme un film doudou. Je sais, j'arrête pas de dire ça, mais un film qui met du baume au cœur, qui est très chouette et qui, encore une fois, est une capsule temporelle. Je veux dire que ça soit pour ses personnages, mais aussi pour l'esthétique très comics. Moi, j'avoue que j'aime énormément les plans de rue complètement vides avec du coup ce ciel qui est un peu rougeâtre et du coup je trouve que c'est très très chouette. Il y a aussi un petit point fort, c'est que l'actrice qui joue Regina, c'est aussi l'actrice qui joue Bibi dans Beamstar. Si vous n'avez pas vu Beamstar, je vous le conseille fortement. C'est un nanar à paillettes. Je l'avais diffusé pour les Intergalactiques et on s'était beaucoup amusé. Donc voilà, Beamstar, c'est vraiment un très très bon film. Non, c'est faux, mais voilà, faites-vous plaisir, c'est un film très très chouette. Enfin voilà, pour finir, je dirais que vraiment c'est un film qu'il ne faut pas louper. C'est un film qui a été culte très très vite aux États-Unis. Tom Eberbart, donc le réalisateur, avant il avait réalisé Soul Survivor, qui est aussi un film d'horreur que j'aime énormément. Je le trouve un peu léger par moments, enfin je trouve que ça manque de choses dans le scénario et qu'il a quelques ventres mous, mais c'est un film hyper important parce que il va préfigurer, c'est un précurseur en fait de toute la saga des Destinations Finales, et on va voir aussi des plans qui vont être assez similaires à It Follows, à La Malédiction. Je pense que c'est un film qui aujourd'hui est très peu connu en France, mais qui a probablement inspiré énormément de films contemporains d'horreur. Donc Soul Survivor, c'est un film très intéressant sur justement une femme qui va être la seule survivante d'un crash d'avion et qui va se sentir pourchassée en fait, comme si la mort venait la chercher. Donc et c'est un film en fait qui traite de la culpabilité du survivant. Et donc c'est un film qui est très très chouette. Enfin voilà, c'est un film que j'aime d'amour, que je trouve assez incroyable. Encore une fois, c'est une sacrée capsule temporelle. Et voilà, j'espère que vous passerez un super moment en le découvrant. On a quand même la chance aujourd'hui qu'il sorte chez Rimini. Pendant longtemps, il était inédit en France, mais sacrément inédit, c'est-à-dire qu'il était sur aucune plateforme. Il était introuvable de partout. Vraiment, c'est un film qui est passé inaperçu chez nous. Donc vraiment, c'est une chance qu'il soit réédité. C'est un teen movie sacrément cool et donc il y a aussi un remake qui est dans les cartons depuis quelques années. Je pense qu'il est un peu en stand-by, mais j'espère qu'il se fera. En plus, il doit être réalisé par une femme, Roxane Benjamin, donc ça m'intrigue pas mal. Donc voilà, j'espère que les autres ne vont pas trop chier sur le film, sinon je serai en colère et mon fantôme va planer derrière vous. Attention. Merci Mylène pour cet échec de défense, évidemment. On n'a pas du tout écouté ton avis avant, mais ça m'a pas convaincu. Je le fait que ça ne sauvera pas le film, je pense, de ce qui s'est passé. Évidemment, on vous incite quand même à le voir, c'est une curiosité qui regorge d'idées. Sachant que l'avis des auditeurs est hyper positif, du coup on va passer pour des gros connards encore une fois. Vous allez passer pour des gros connards. Moi ça va. Hein. Moi j'ai l'habitude. Oui, toi t'es bien. Toi t'as l'amour du public ce soir, je pense. Non, mais en vrai, je vous ai pas trouvé si méchant que ça. Et avant qu'on passe à la vie des auditeurs, il y a un plan que j'ai trouvé intéressant dans le film dont j'ai oublié de parler. Le générique. C'est vers la fin. Oh. Non, il est pas ouf en plus le générique. C'est vers la fin, il y a un plan demi-bonnette. Je me suis dit, what the fuck, ils ont sorti une demi-bonnette. C'est fou quand même. Qu'est-ce que c'est un plan demi-bonnette, Dario ? Alors un plan demi-bonnette, c'est avec un objectif particulier qui s'appelle une demi-bonnette qui nous permet de découper en fait la zone de focus du plan que tu veux faire. Donc en fait, tu peux faire deux mises au point en même temps. Sauf qu'en général, tu as une ligne qui traverse, qui démarque bien en fait les deux profondeurs de champ. Et là, ce plan-là est très bien composé, on voit pas du tout la démarcation. Et j'aime pas ce procédé de base. Je suis un très grand fan de Brian De Palma,
Il utilise tout le temps ça, et j'aime pas les plans demi-bonnettes. J'adore ça, ouais. Et pourtant, dans ce film-là, je trouvais qu'il était plutôt cool. Voilà. Il y a aussi quand même une cheerleader dans un costume rose et bleu qui tient un gros flingue. Voilà, moi ça me réjouit. Désolée. Ouais, mais ça, c'est l'argument du niveau du. Il y a un Komodo qui crache des flammes dans Komodo. Bah, si Mylène elle était là, elle serait mon Dario. Voilà. Et moi, je suis là, du coup. J'étais vachement surpris de voir des auditeurs répondre à l'appel pour l'avis des auditeurs, puisqu'au final, c'est un film qui est pas beaucoup connu en France. Donc, comme quoi, il y a des guerriers, il y a des passionnés qui traînent. C'est aussi Laïd Seguir, le sanctuaire de Prométhée, qu'on salue au passage, le bro, a juste écrit « Redécouvert après la super vidéo de Mylène, bijou fun et pailleté qui réunit le pulp des 50s, le look des 80s, le teen movies des 90s, tout en délivrant un message d'émancipation complètement actuel. » Est-ce que vous êtes d'accord ? Bah, sur la fin, je suis pas d'accord, mais... Guillaume Fitpoli. Vu ce week-end, tiens, et c'était fort sympathique, même si j'ai jamais vu des personnages prendre l'apocalypse avec autant de légèreté. Aussi, plus années 80 que ce film, ça s'appelle La chambre des mecs des 40 ans. D'un mec de 40 ans. Mon salon. Ou le sous-sol d'un mec de 40 ans. Aussi. C'est vrai qu'elles ont un petit moment où elles sont un petit peu déprimées par l'apocalypse quand même. Genre, elles boivent une bière chacune et elles reniflent un peu, mais ça a pas l'air de tellement les toucher que le monde entier soit mort, quoi. Elles le vivent bien, clairement. Ouais. Ulfric nous a envoyé 50% post-apo, 50% teen movie. Un film vraiment sympathique, aux personnages attachants et qui prend son temps, au coup d'un rythme un peu flottant. Le pendant reine du shopping du zombie de Romero pour les scènes dans le mall, avec toujours l'idée que l'ennemi c'est l'humain, sans compter un message autour de l'émancipation qui fait plaisir à voir. Toujours, l'émancipation, on reprend. J'en vois froncer les sourcils. Bah, je parlerai pas d'émancipation là-dedans, en fait. Ouais. Je pense que c'est une représentation positive et c'est chouette qu'elle ait existé, mais elles sont pas vraiment émancipées, ces filles. Faut pas faire dire ce que le film ne dit pas non plus, quoi. Mathieu, aka Amayon, a juste lâché un emoji pouce en l'air. Alors c'est pas moi, hein. Fucking cinéphile qu'on salue au passage, plus fauché mais surtout bien plus ironique et fandard que son cousin, Maximum Overdrive, une bonne petite bisserie post-apo, pop, tout en permanente et en paillettes, où l'insouciance de l'adolescence se confronte à un monde dévasté. Ouais, je vois pas trop le rapport avec Maximum Overdrive. Ouais, j'arrive pas à le voir. Moi, je vois pas le rapport avec bonne petite bisserie, tu vois, je cherche, mais je trouve pas. Juste l'adjectif bonne. Mathieu. Ouais, la team fucking cinéphile, si vous pouvez nous expliquer le rapport avec Maximum Overdrive, parce que je le vois pas. Parce que Maximum Overdrive, pour les gens qui nous écoutent, qui ne voient pas quel film c'est le seul film réalisé par Stephen King dans sa période cocaïne et pute. Et c'est un chef-d'œuvre. Où le mec voilà, a juste écrit un scénario où tout d'un coup tous les véhicules du monde et les machines se rebellent contre les humains, et un groupe se retrouve piégé dans une station-service avec des putains de camions qui les entourent et tout. C'est assez Le fou. point commun, c'est peut-être que les deux films sont mauvais, en fait. C'est peut-être ça le truc qui fait qu'il y a un rapport, quoi. Aucun trash talk envers Maximum Overdrive. Le poids du bus, il est vénère ce soir là. En vrai, alors moi j'ai un amour malsain pour Maximum Overdrive parce que j'aime. Ah bah ça alors. Qui est surpris Mais par contre, je trouve que La Nuit de la Comète est quand même un meilleur film que Maximum Overdrive. Personnellement, voilà. Non. Alors, Maximum Overdrive, déjà, il y a ACDC à la soundtrack, donc directement, ça part. ACDC Feignant qui, en fait, fait une compile de titres qui existent déjà pour le film. Il y a qu'un seul titre inédit. Mais directement les grands arguments. Il y a qu'un seul titre inédit et il est dans le générique de fin. Moi, je me souviens juste d'un distributeur de billets qui dit fuck you à un mec et une machine à distribuer des canettes qui envoie des canettes dans les couilles d'un gars, et je trouve que c'est du pic cinéma, comme on dit. Ouais, mais à ce moment-là, dans La Nuit de la Comète, il y a une cheerleader en bleu et rose qui tient un gros flingue. Oh. On est sur le même niveau. Faut qu'on finisse l'épisode. Faut qu'on finisse l'épisode. Vous savez que dans Komodo, il y a un dragon, il y a un lézard qui crache des flammes parce que c'est un dragon. Au secours. Et c'est très cool d'arriver. C'est stylé, en vrai. Au secours. Vénère Herzog, Stéphane Boulet. Un mélange astucieux de genre phare des années 80, post-apo, zombie, teen movie pour un résultat vraiment fun et blindé de bonnes idées. Qu'elles soient visuelles ou narratives, il mérite clairement d'être redécouvert. Non, alors j'y crois pas une seconde, c'est pas Stéphane qui a écrit ça, ou alors il était fatigué. Stéphane, va te coucher. c'est le moment là.
qu'il est pas misogyne. Il est fatigué, faut aller dormir. Ou qu'il est payé par Emini. Comme nous. PLV Alex, un film très sympa, une vraie capsule temporelle des années 80, même s'il manque un peu de gore. Et je suis totalement d'accord avec ça. Ça manque de tripaille quand même, ce film. C'est peut-être pas l'objectif d'audience, ce genre de truc, mais un peu de temps, ça aurait fait Il y plaisir. avait un enfant zombie, tu vois, il était là, il attendait que ça, et du coup, ils en font rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, Hector, tire-lui dans la gueule à cet enfant zombie, merde. Ah oui. C'est ça. Non, puis même les zombies manquent un peu de pu, de slime, de sang et tout. Ils sont sous sec, tu sais. Tu sens le film qui a quand même en destination secondaire les chaînes de télévision des années 80. Il y a plein de films comme ça. On parlait de Mutants tout à l'heure chez Rimini aussi, qui font tout pour pas montrer du sang, pour que ce soit diffusable à grande horaire, si tu veux. Donc ils font comme Dans ils les peuvent. maisons de retraite aussi pour dormir avant le. Tu vois, histoire de bien. Va se faire foutre. Et on finira avec Luna. Très sympa ce film à l'ambiance post-apo atmosphérique porté par deux sœurs bien badass et rigolotes sur une bande-son 80s très marquante. Certains plans magnifiques rappellent presque des planches de BD. Belle découverte. Et y a pas un seul avis négatif sur le film? Ah non. Non, c'est tout ce qu'on a eu, mec. C'est un bon film, les enfants, en fait. C'est ça, hein. C'est ça. Tu réécouteras l'épisode, Lily, parce que j'ai pas envie de répéter, mais on verra. On est seul contre eux, là. On finira quand même avec un autre avis, mais pas un avis sur le film, un avis Apple Podcast sur Jumpscare, puisqu'on vous rappelle qu'on lit vos avis, quelle que soit la plateforme, et on les met dans le podcast. Chloé, un incontournable podcast horrifique. Entre une équipe au top, des films choisis originaux et des analyses poussées, ce podcast est une véritable pépite que j'attends avec impatience chaque semaine, qui m'a fait découvrir des chefs-d'œuvre ou des films étonnants. On aurait envie de venir à la table pour débattre avec l'équipe à chaque fois. Les interviews des réalisateurs sont très bien faites et intéressantes, entre parenthèses, merci Thibaut, on en demande plus. Je souhaite que ce podcast grandisse et qu'il soit partagé au plus grand nombre, merci à vous. De rien. Mais merci à toi. Merci Chloé. Love sur toi Chloé, love sur toi. Et en effet, bravo à Thibaut, notre VF de Jack Shoulder, qui s'est fait plus remercier pour sa VF de Jack Shoulder que Jack Shoulder d'être venu chez nous. Donc, sachant que parmi la vingtaine de merci Thibaut, il n'y en a que 2 qui ont réussi à écrire Thibaut correctement. Moi, je trouve ça vachement drôle. Mais voilà, on va se quitter sur ce beau message et sur cette fin de relation avec un éditeur, même si évidemment on soutient ce qu'ils font. On espère qu'on reparlera d'autres films de leur collection parce que il y a des bons films chez Rimini. Quand même. T'en as d'autres qui arrivent bientôt qui sont très très bons. On vous incite évidemment à voir le film, qui est trouvable du coup maintenant en HD et en VF grâce à Mylène et à Rimini. On se dit à la semaine prochaine avec un film beaucoup plus vénère. On n'a pas encore validé le choix du film, mais quel que soit le film, ça va être vénère parce que pour l'instant la liste, il n'y a pas d'échappatoire pour ce qui va se passer, quoi qu'il arrive, quel que soit le choix. 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast, sur Twitter, Instagram, Threads. On est partout. On se dit à vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Ciao. Bonne soirée. Désolé Mylène, désolé Rémi.